responsable du diplôme universitaire en psychosomatique relationnelle à l'université de Nice. Et donc, Daniel Sibony va nous faire vraiment quelque chose d'important sur la projection de Freud à Samueli, en passant par les neurosciences. Oui. Docteur Sibony, je vous laisse la parole. Merci. Alors d'abord, je tiens à remercier Sylvie pour l'organisation de cette journée, et puis surtout pour me permettre, qui m'a accordé d'ailleurs 1 heure, ce qui est exceptionnel, pour me permettre effectivement d'aborder ce thème de la projection. C'est un concept que vous connaissez, c'est un concept qui est éminemment vulgarisé, aussi bien dans la psychologie qu'au niveau de la psychanalyse. Donc on va essayer un peu de cerner ce concept, pas un peu sur le plan historique, mais on va faire quand même une grande impasse sur l'historicité du concept. Ceci dit, la projection ici, elle va concerner des champs qui, par principe, sont éloignés au niveau conceptuel. Je pense à la psychanalyse, à la psychosomatique relationnelle et à la neurologie. Et c'est en utilisant cette transversalité qu'on va tenter, non pas de s'ignorer mutuellement, mais de trouver justement à travers ces concepts divergents des convergences. En résumé, il s'agit ici en fait d'un travail de lien entre 2 types de recherche, celui de la psychosomatique relationnelle et celui des neurosciences. Et comme je le disais tout à l'heure, vous allez voir que grâce à Samueli, vous allez comprendre les neurosciences, et grâce aux neurosciences, vous allez comprendre Samueli, qui n'est pas évident et qui n'est pas si facile, je dirais, à saisir du premier coup. Alors, je remercie aussi Maurice, qui a un petit peu déjà préparé le terrain. Donc, vous allez entendre des choses, effectivement, qui vont reprendre ce que vous avez entendu ce matin, et on va essayer d'aller plus loin. Alors, on va commencer par le début, bien entendu, et on va suivre d'ailleurs un peu, c'est-à-dire on va commencer par Freud. Freud et la projection. Alors, je vous cite ce qu'il a écrit en 1911, Freud. « La compréhension de la projection impliquant un problème psychologique plus général, nous décidons de mettre de côté le problème de la projection pour l'étudier dans un autre ensemble et avec celui-ci, le mécanisme de la formation du symptôme paranoïaque en général. » Ça, c'est ce qu'il écrit en 1911. Alors, une telle étude, bien sûr, n'a jamais été reprise, elle n'a jamais été publiée. Et si Freud a fait l'économie de penser la projection au sens large, laissant le concept inachevé, c'est pour un double problème lié à la projection elle-même. Alors, d'une part, nul n'échappe à cette fonction psychique créatrice de réalité, et ceci est aujourd'hui bien établi par les neurosciences de la pensée cognitive et de la conscience, pour qui le cerveau est essentiellement conçu comme un organe projectif. Et c'est ça le scoop. D'accord ? Il faut bien retenir ça. D'autre part, Freud situe la projection en dehors de sa découverte et en même temps reconnaît et affirme que tout discours sur l'origine ne peut être que mythique ou imaginaire, y compris la science la plus exacte. De plus, le concept de métapsychologie emprunte à la mythologie grecque les mythes de Héros, Thanatos, Narcisse, Oedipe et j'en passe, ce qui présuppose déjà que la subjectivité est inhérente au savoir et à la connaissance. La projection est à la fois donc inclue et exclue dans son raisonnement, mais par-delà nous permet de concevoir une projection dans le savoir objectif, reconnu en partie par Freud, avant d'en faire à proprement parler un mécanisme de défense incertain par la suite pour expliciter la paranoïa. Alors, d'emblée, Freud reconnaîtra la projection préférentiellement comme un mécanisme inconscient défensif, archaïque, primitif, qui consiste à attribuer à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur, mécanisme originaire, déterminant du même coup le dedans et le dehors, parce que si les excitations externes sont suffisamment évidentes pour les fuir, les excitations internes déplaisantes ne peuvent être que projetées à l'extérieur pour s'en défendre. C'est la mise en place d'une théorie de défense qui trouve son principe dans la théorie des pulsions sexuelles.
une modification sera apportée à cette construction et va devenir, sous l'influence de Ferenczi, seule une partie est projetée, l'autre étant introjectée. C'est le moi plaisir purifié. Melanie Klein en proposera une extension pour conceptualiser les notions d'introjection, de projection et de clivage. Pour revenir à Freud, lui, il identifie la réalité psychique à un véritable holocauste dans laquelle résident le non-civilisé, les pulsions primaires, les croyances irrationnelles, et ce sans pouvoir penser leurs propres limites. C'est grâce à l'évolution libidinale, à ses enjeux et à ses compromis énergétiques qu'il sera possible de distinguer ce qui appartient au savoir objectif afin de s'apercevoir de ce qui le précède, le prépare, le différencie du savoir primaire. La projection devient alors ce qui révèle le subjectif, l'irrationnel, le non-évolué, le pré-scientifique, une pensée primaire pour laquelle l'accès à notre savoir objectif lui permettrait de l'exclure. C'est le principe de la psychanalyse qui délimite clairement ce qui appartient au savoir objectif et ce qui appartient au savoir subjectif. Approfondissons cette notion de l'inconscient défensif. La finalité défensive, propre au mécanisme de la projection, consistera à nier une réalité et à la vivre autrement par régression. Freud oppose donc une réalité face à une réalité faussée par la projection et du même coup établit une différence entre projeter et percevoir. Très important. La réalité qui se trouve déformée existerait comme une réalité fixe et immuable, qui s'impose par son extériorité selon Freud. La vision de Freud est celle d'une perception se situant à l'extérieur du sujet grâce à nos organes de sens qui la localisent comme extérieure. La perception est donc coupée chez lui de toute notion projective dès l'origine. Il en sera de même pour le rêve, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est cependant avec la psychose paranoïaque que se posera l'ambiguïté d'une théorie pour la projection. Freud admettra simultanément dans l'étude du cas Schreber, à propos de la jalousie, que le changement dans la qualité de la personne qui aime suffit à projeter le processus hors du moi. Tel est le cas pour le délire de jalousie, existant à partir d'une perception exacte. Ici, existe une contradiction pour sa théorie, puisque la réalité coexiste avec le délire et la perception avec la projection. Autre contradiction qui va embarrasser Freud, il va être contraint d'appliquer le schéma explicatif des névroses à la psychose avec la possibilité du refoulement extérieur. Freud, sur un autre versant, va devoir également reconsidérer la projection et reconnaître qu'elle n'est pas forcément défensive. En 1923, Freud finira par parler d'externalisation, de projection à propos du rêve. Au-delà de cette ambiguïté théorique que l'on peut retrouver tout au long de son œuvre, celle-ci, en l'occurrence, sera résolue par le clivage de la pensée, soutenu par un dualisme de pensée d'ordre scientifique, inspiré par la culture de l'époque, en résonance également avec la sienne propre et son rapport à l'assimilation. Opposant scientifique, non scientifique, réel et irréel, perception et projection de façon radicale, Freud effectue ainsi le lit du clivage entre l'affect, conçu comme une quantité d'excitation libidinale, et la représentation mentale. C'est la mise en place d'une théorie qui conçoit l'inconscient comme une nature défensive. Et pourtant, Freud n'a pu échapper à son inconscient pour créer une théorie sur l'inconscient. En effet, la projection crée une réalité à laquelle on adhère sans distance. C'est le scoop auquel je faisais allusion tout à l'heure. Qu'elle concerne, écoutez bien ça, la projection de la subjectivité ou la projection d'un processus cognitif d'objectivation tel que la raison. Qu'est-ce à dire? Que la théorie de la psychanalyse ne serait qu'une activité projective ayant créé un inconscient fictif? Et ça, ce serait intéressant d'avoir un grand débat quand vous allez entendre le point de vue des neurosciences sur l'inconscient. Ce qui signifie que la relation, en tout cas entre projection et perception, est plus complexe que le suppose Freud, qui avance que la projection s'effectue sur le monde extérieur sans modifier ce qu'elle est censée être en profondeur pour le sujet. Sami Ali, dès 1970, avec son travail sur la projection, nous propose une réflexion
mettant l'accent sur l'essence imaginaire d'un processus qui se déroule également sur le plan de la perception. À partir de là, la projection est inhérente à la perception de la réalité. Vous voyez, donc en 1970, c'est en 2022, effectivement, qu'on va considérer cet aspect des choses sur le plan de la science. Les neurosciences de la cognition, issues des nombreux travaux expérimentaux depuis la passation judicieuse de certains tests psychologiques jusqu'à l'imagerie cérébrale, l'IRM, font la démonstration que le cerveau est un organe essentiellement projectif. Au croisement du cerveau et de l'expérience subjective du monde, le neurologue et chercheur en neurosciences Newell Nakash, dans son dernier livre, nous propose de penser la projection à partir d'une analogie qu'il établit entre le cinéma intérieur, c'est-à-dire le cerveau organe projectif, et le cinéma réel. Utilisant les mêmes procédés que le cinéma, techniquement parlant, le projecteur crée le film visible au cinéma, à l'instar du cerveau projectif créant la réalité de notre vie. Cette analogie largement argumentée scientifiquement dans son livre consiste à démontrer expérimentalement, sous IRM neurologique, que la perception est issue en grande partie de la projection. Je le cite. « Nous pensons percevoir directement ce qui est proposé par le monde extérieur sans avoir connaissance du remaniement projectif qui invente et coproduit le monde extérieur. Pour la neuroscience et pour cet auteur, la fiction prend part aux aspects immédiats de la perception. Pour lui, la fiction répond aux besoins nécessaires d'interpréter le monde en produisant des significations subjectives crédibles. Fiction à différencier de la simple illusion, elle est ici à concevoir comme synonyme de l'esprit. Fiction souvent très complexe, qui ne surgissent pas de nulle part, mais qui sont déjà constitutives des perceptions primaires et précoces selon l'auteur. Autrement dit, la pensée ne cesse face à la perception de donner des significations subjectives censées faire sens pour nous et auxquelles il est légitime de donner le nom de fiction. Ces fictions se trouvent mises en relief dans l'amour, les idées que nous nous faisons de nous-mêmes, nos sentiments, nos affects, l'art, la science, les fantasmes, les croyances. Et là, vous reconnaissez les équivalents de rêve de Sanieli. Dans tous ces domaines, les fictions sont à l'œuvre pour créer la conscience et également le flux de conscience. Car au même titre que la perception visuelle dont je vais parler tout à l'heure, s'effectuant à raison de 13 images séparées par seconde, nous apparaît non pas saccadé, mais au contraire comme une continuité, un film continu, eh bien ce ratio censé structurer temporellement la perception visuelle existe de la même manière au cœur de la conscience, constitué d'une succession d'instantanés que nous percevons comme un flux de conscience continue. Ce qui veut dire que le mouvement apparent et son flux visuel comme le flux de conscience ne dépendent que des artifices projectifs. Pour la neurobiologie, la conscience est synonyme de conscience subjective. Ce dont on a conscience, c'est de ce dont on peut se rapporter subjectivement à soi. La définition de la conscience subjective que propose Newell Nakash se soutient d'un trépied unifiant fiction, interprétation active et croyance. Ces trois processus, selon lui, sont véhiculés par la projection issue de notre cinéma intérieur tel qu'il nomme la qualité projective du cerveau. La conscience est donc une succession ininterrompue de fiction, interprétation, croyance. Ainsi, la perception de l'objet existe que si la conscience subjective de l'objet est présente. La conscience d'un objet situé face à soi consiste à transformer cet objet par l'intermédiaire de la projection en représentation se rapportant à soi-même. L'objet est obligatoirement rapporté à soi-même pour que nous puissions prendre conscience de la présence de l'objet. Être conscient de quelque chose est une opération réflexive, rapportable à soi par la vision, l'audition, le goût,
le tactile, la mémoire, l'émotion, le désir, l'intention, l'acte. Si ces contenus ne sont pas rapportables à soi, ils deviennent inconscients, à l'instar du mécanisme de la projection que l'on ne peut rapporter à soi, donc ignorés par la conscience subjective. La projection de facto est un processus inconscient pour l'inconscient de la neurologie. En effet, dans le rêve, je ne sais pas que je rêve. Mais en même temps, en disant ça, Sami Ali disait « l'inconscient, c'est la projection, et la projection, c'est l'inconscient ». Et on retrouve quelque chose de cet ordre-là. L'inconscient, pour les neurologues, devient ce qui n'est pas subjectivé par la pensée, pas sélectionné par une attention, c'est inconscient, non subjectivé. Alors ça, c'est incroyable. Et ça a des répercussions très importantes, notamment sur la notion de l'inconscient, aussi bien de Freud et de Lacan. En quoi consiste la découverte issue des travaux de neurosciences cognitives et de neurophysiologie consacrés à la généalogie et à l'origine de la projection? Le résultat de ces découvertes consiste entre autres à démontrer que la projection est le fruit d'une construction intérieure très élaborée, alimentée par des informations sensorielles en provenance du monde perceptif. Fort de ces découvertes, ces résultats concluent que perception et inception, c'est-à-dire les perceptions intérieures, sont véhiculées par la projection. La liste est non exhaustive et les investigations ont porté, je ne vais pas toutes les développer, sur la perception sensorimotrice, sur le rêve et l'imaginaire, sur la mémoire, sur le jeu, avec la pleine analogie au jeu JEU imaginaire, la conscience et son influence sur l'inconscient, la pensée, le corps et le lieu. Toutes ces investigations passionnantes mettent en évidence le rôle du cerveau dans sa fonction projective, très proche du concept analytique de Sami Ali et de la projection, tel qu'il l'a redéfini depuis, en précisant qu'il s'agit d'un processus d'objectivation de soi en dehors de soi. Mais très important, si on disait ce matin que la projection était un pilier de l'œuvre de la théorie de Sami Ali, la relation aussi, et c'est là qu'il fait la différence, et c'est là qu'il est encore en avance, parce qu'il rajoute effectivement que ça se met en place au sein d'un processus relationnel global, et ça a toute son importance, mais malheureusement je ne vais pas le développer, on va parler que de la projection. Donc on va commencer par exemple par le visuel, qui est une projection au cœur de la conscience. Dès que nous ouvrons les yeux, à la naissance, le cerveau, organe projectif, est sollicité par la stimulation lumineuse, rétinienne. Les yeux ouverts sont livrés aux stimuli rétiniens. Les images perceptives par la rétine face aux perceptions visuelles sont tributaires d'une projection de 13 images par seconde. Au cinéma, c'est 24 images par seconde. Du point de vue neurologique, nous percevons une suite d'images fixes capturées par notre cerveau visuel. Il existe une séparation d'images fixes à l'origine. Nous devrions avoir affaire à une vision stroboscopique, et pourtant ce qui se déroule visuellement est un film continu. Le cerveau invente le mouvement en reliant deux images fixes. Le cerveau invente des images qu'il n'a pas reçues. Il crée des images manquantes. À l'IRM, un réseau cérébral spécifique transforme une suite d'images fixes en un mouvement perçu. Il en va de même pour la colorisation inventée des images perceptives et périphériques. Vous savez que nous avons deux sortes de types de cellules photoréceptrices, celles qui sont au centre et celles qui sont en périphérie. Celles qui sont au centre sont capables de créer la couleur, celles qui sont en périphérie capables de créer le noir et blanc. Mais on ne voit pas noir et blanc dans la périphérie, on voit en couleur. Ce qui veut dire effectivement que notre cerveau invente ce qu'il perçoit mal en périphérie à partir de ce qu'il perçoit bien au centre de notre champ visuel et colorise la perception de la vision périphérique. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est comme si on pouvait comprendre que c'est le conscient qui influence l'inconscient, alors, à contrario et à l'opposé de la psychanalyse. Il est également mis en évidence le travail de la projection pour le remplissage de la tâche aveugle, je ne vais pas développer ça, les saccades des paupières, les distorsions visuelles dues au reflet de la cornée, effacées par le cortex, la liste est trop longue. Toutes ces fonctions sont composées d'éléments qui proviennent de nous.
Maintenant, on va regarder yeux fermés, maintenant, si on se fait abstraction de la stimulation lumineuse. Eh bien, il existe une création d'images mentales allant de l'imagination aux rêves et aux hallucinations. Mais très simplement, lorsque nous formons les yeux et que nous regardons nos paupières, les artefacts visuels ont des formes, des couleurs, des lumières formant des images. Il existe un processus de transmission neuronale qu'on appelle descendant, consacré aux images de l'imaginaire issues des réseaux les plus abstraits de nos perceptions internes et de nos émotions, pour devenir après traitement visuel ou sensoriel, c'est-à-dire atteindre cette nature visuelle ou sensorielle, c'est-à-dire devenir une image ou devenir un son. Cette découverte nous permet, entre autres, de s'apercevoir que ce système dit descendant est en panne dans les états post-traumatiques. On a affaire à une image fixe, répétitive, avec un flux de conscience sidéré. Ça, c'est très important aussi en termes d'application de la psychosomatique relationnelle, puisqu'on sait que dans les états de stress post-traumatique, il faut transformer le cauchemar en rêve. Il faut savoir par ailleurs que yeux ouverts ou yeux fermés mobilisent le même réseau cérébral, ce qui implique que le handicap perceptif crée le handicap imaginatif. À l'IRM, une étroite similarité existe entre les configurations neuronales activées lors de la perception et celles qui sont mobilisées lors de l'imagination. Pour la neurologie, cette double disposition de la projection est due à deux processus de transmission neuronale. Un mécanisme ascendant dont on a parlé, consacré à la perception du monde extérieur, et un mécanisme descendant consacré aux inceptions, aux perceptions internes et aux émotions, et tout ce qui nous donne la possibilité de visionner notre imagination et nos rêves. L'un se chargeant de rendre imaginaire le réel par la représentation fictive issue de notre conscience subjective, l'autre se chargeant de rendre l'imaginaire réel par la perception fictive. Évidemment, quand on rêve, on voit des vrais personnages, en fait, des vrais objets, des vrais sujets. Ainsi, le visuel crée l'image, et l'image mentale crée le visuel ou toute autre sensorialité. Les images mentales pour le rêve et l'hallucination sont considérées dans cette étude comme déjà perçues neurologiquement sous une forme ou sous une autre. C'est pour cela que pour le rêve et l'hallucination visuelle, les deux processus neurologiques, ascendant et descendant, sont des composés mixtes, une sorte d'aller-retour, censés moduler sans cesse la scène et la transformer. Et ça, c'est bien ce que nous dit Sami Ali, le rêve travaille pour nous. Le même travail projectif existe avec la mémoire et le souvenir. La projection de l'émotion actuelle participe à la remémoration et à la consolidation du souvenir. Et cela chaque fois que nous avons recours au même souvenir. La projection du présent co-crée le souvenir et permet de le consolider chaque fois autrement, à l'identique d'un état d'âme dans la journée qui va colorer le rêve de la nuit, censé parler du passé. Et donc on comprend mieux aussi la phrase de Freud qui dit « le rêve parle du présent et du passé », parce qu'effectivement, quand on fait allusion au souvenir, on co-crée le souvenir à l'aide des émotions du présent. On retrouve là toute la dialectique du couple projection-perception chez Sami Ali. Pour lui, une théorie de la projection se doit aussi de rendre compte de l'acte de percevoir. Penser l'unité primitive entre perception et projection fait que la projection agit indifféremment sur toutes nos perceptions internes ou externes de l'ordre du réel ou de l'imaginaire. La localisation dans l'espace des impressions reçues, notamment visuelles, auditives, etc., relève en premier lieu de la possibilité offerte à l'organisme au cours du fonctionnement de se séparer de ses perceptions sensorielles en les mettant à distance, autrement dit en les projetant pour en faire un processus imaginaire à part, mais relié à la perception. Ainsi, par exemple, la profondeur visuelle créée par la mise en place de la vision binoculaire est un mécanisme propre à la projection visuelle en tant que matière sensorielle. Elle crée une perspective illusoire d'origine oculaire permettant la mise à distance de l'image perçue, encore mieux perçue, pour en faire une fiction. À ce stade, évidemment, c'est l'image de soi via la perception du monde ou de l'autre. Donc, un réel qui se transforme selon des modalités propres à la projection, à son évolution ou à son destin. C'est en ce sens que le réel est un cas particulier de l'imaginaire pour Sami Ali. Il y a autant de rêves dans la réalité qu'il y a de réalité dans le rêve,
Et pour le paraphraser, j'adore cette phrase, la part du rêve dans le savoir et la part du savoir dans le rêve. Pour sa théorie, donc, de réalité, pour une même conscience, la réalité de la conscience éveillée, propice massivement à la perception et à la projection aussi, et la réalité créée par le rêve, synonyme de projection majoritaire dans la conscience endormie. Pour la théorie relationnelle, le concept de projection ne se déduit pas à partir de la différence entre réel et irréel, mais dans l'équilibre relationnel entre pensée de l'imaginaire et pensée du réel, un savoir objectif et un savoir subjectif intriqué et désintriqué. Alors, par exemple, on peut prendre cette idée, si la projection devient absolue au sein de la conscience de réalité, elle convertit la perception du monde extérieur en perception imaginaire. La réalité est absorbée par la projection de soi, hors de soi, créant un double narcissique de soi. La pathologie de la pensée réside alors dans cette absence totale de la perception, car déjà métamorphosée par la projection. L'autre devenant soi, sans que cela soit vécu comme contradictoire au sein de cette réalité. À l'instar du rêve, on obtient une réalité devenue rêve dans la conscience éveillée, l'extrême subjectivité devenant l'extrême objectivité. À l'inverse, l'absence de projection, ou du moins sa neutralisation, pour être plus précis, plus exact, pour la théorie relationnelle, est due à un caractère qui se charge de neutraliser l'imaginaire, sorte de prothèse substitutive dont le sens et la signification sont imposés comme mode de pensée préétabli. Débarrassées de toute subjectivité, les pensées ne conservent que le sens premier, sans pouvoir établir de lien avec la mémoire, donc de lien projectif et associatif de par cette fonction hautement évocatrice et déterminante pour la prise de conscience de soi. Sachez que pour la neurologie, il existe la personne aphantasique, à différencier du syndrome de l'aphantasie, qui sont dus à des lésions cérébrales, organiques ou à des pathologies congénitales. Qu'est-ce que c'est que la personne aphantasique? Si on propose à ces personnes aphantasiques de fermer les yeux, puis de regarder leurs paupières, il n'existe aucune impression visuelle, aucune image mentale, et pourtant leur appareil perceptif est sain et intact. En allant plus loin dans l'investigation de ces personnes, le souvenir de leur rêve est absent, et cela même si on a pas avancé que les perceptions internes sont moins nombreuses et prolifiques que les perceptions externes quotidiennes, qui est un critère très important pour ces personnes aphantasiques. Cette difficulté à produire des images en l'absence de stimuli extérieurs est due au fait que si habituellement l'image en provenance de la rétine est soumise au mécanisme ascendant du visuel à l'image, ici, cette même image ne fait pas retour pour créer la perception visuelle fictive, la représentation. À partir de là, l'handicap imaginatif est forcément corrélé au handicap perceptif, car l'imagination mobilise le même réseau cérébral que la perception. Je cite encore Lionel Nakache, nous voyons comme nous imaginons de manière conforme à la perception que nous avons des images imaginées. Si Sabi Ali écrit de la projection en 1970 en l'établissant comme processus fondamental de la vie psychique, c'est en 1980 qu'il poursuit avec le concept du banal et son primat sur le réel par le refoulement de la fonction imaginaire et la neutralisation des affects. Et c'est ça, le syndrome aphantasique, c'est le banal. Sami Ali engage le pouvoir originel du corps et cerveau liés, pour ce qui concerne perception et projection. Le corps devient le schéma de représentation médiatisé par la projection, par quoi se détermine le sujet, l'objet, le monde extérieur, la perception, l'inception et le corps comme espace et comme temps. Si Lionel Nakache, dans son dernier livre, en introduction, nous propose un préquel de nos fictions, c'est-à-dire une œuvre dont l'histoire précède celle d'une autre œuvre créée avant elle, c'est ça un préquel. Car c'est ainsi qu'il nous propose de concevoir le cinéma intérieur. On se raconte une histoire avant l'histoire. Eh bien, le corps serait le préquel de toute projection pour Sami Ali. La projection est pour lui coextensive de l'histoire corporelle et de sa représentation. Pour Sami Ali, le corps est un schéma de représentation, projection du corps réel, organique, physiologique, anatomique, biologique, en tant que schéma, support ou appui de toute représentation, afin d'objectiver à l'aide de la projection
toute perception interne comme externe. Pour revenir sur l'analogie faite par Nakache entre le cinéma réel imitant la perception réelle et le cerveau créant la perception par la projection, nous pouvons ici concevoir que la projection filmique est la projection d'une fonction image du corps, le cerveau organe projectif devenant le schéma de représentation pour constituer une caméra et un projecteur à l'image de soi. Revenons au corps réel. Si le premier noyau d'activité psychique chez le fœtus réside dans la création d'une conscience hallucinatoire, elle est censée exister que parce qu'elle se trouve être concomitante et simultanée avec le déroulement du programme génétique soumis à un rythme. Cette projection primordiale, à travers le sommeil sismique du fœtus, est l'ébauche et le prémisse de l'activité onirique en devenir, participant dès l'origine à créer une architecture du sommeil et de l'éveil, créant des modalités de conscience. Cette programmation de l'éveil et du sommeil va permettre deux fonctions, l'éveil afin de satisfaire les besoins vitaux et le sommeil paradoxal, constitutif et nécessaire aux connexions nerveuses et à la transformation corporelle avant et après la naissance, car l'être humain n'est pas achevé à la naissance. Le corps crée le rêve pour ne rêver que du corps, dès l'origine. C'est en ce sens que l'activité projective fait un avec le rêve et le corps. À ce stade, le mécanisme neuronal descendant est en voie de mixage avec l'ascendant. Les stimulations sont de nature endogène, c'est la pleine création d'images mentales, la projection est absolue, le rêve représente 80% du sommeil du nourrisson, tandis que les organes sont encore en voie de constitution. La conscience dès la naissance se partage entre une conscience de rêve onirique et une conscience d'éveil vigile. Dès lors, l'imaginaire créé par l'organe projectif qu'est le cerveau renvoie à la fois au rêve et à la réalité. Dès la naissance, celui-ci est soumis à un rythme génétique faisant alterner les deux consciences, la conscience vigile et la conscience onirique. Cette double conscience, comme vous le savez, s'inclut et s'exclut réciproquement, créant des modalités de conscience. On peut inclure la réalité dans le rêve, on peut exclure ou pas le rêve de la réalité, et il existe des intermédiaires, comme l'a dit Maurice Bensoussan ce matin, des équivalents de rêve à l'état de veille qui témoignent de l'incursion de l'imaginaire au sein du réel. Nous nommons par là le fantasme, le jeu, l'illusion, le comportement magique, l'affect, le transfert, l'hallucination, le délire. Toutes ces productions sont véhiculées par la projection au sein d'une conscience éveillée. C'est à partir de cette double conscience qu'il existe des oscillations de conscience, parfois extrêmes, avec comme conséquence des pathologies allant de la psychose à la maladie organique. Et là, je vous renvoie aux travaux du CIPS et de la psychosomatique relationnelle. Donc, l'imaginaire humain renvoie d'une part au pôle onirique, au rêve et à ses équivalents de rêve, transformant le subjectif en objectif, créant la confusion sujet-objet dans un espace et un temps imaginaire. L'autre pôle auquel il nous renvoie également est celui de la conscience vigile, celui que l'on nomme réalité, qui existe grâce au processus de subjectivation de la perception propre à l'organe projectif qu'est le cerveau. Et selon la neurologie, la fiction véhiculée par la projection devient réalité. Cela signifie qu'aussitôt perçus, les objets ont un sens pour nous, sans effort. C'est simultané. Le sens et la perception sont liés. La signification est intrinsèque aux objets, idem pour leur forme, leur espace, leur vitesse, leur temps. Il y a une expérience très intéressante qui est celle de Heider et Simmel. Vous avez dû certainement voir ça. C'est-à-dire vous placez des ronds, des rectangles, des carrés, etc. et vous les mettez dans une disposition géographique spatiale particulière. D'emblée, la personne va avoir une histoire à l'esprit. Il y a là quelque chose, l'histoire fait partie intégrante de la perception. Parfois, cette scénarisation, oui, et cette sémantisation ne peut avoir lieu. Cela est décrit pour le sujet aphantasique, justement, quand ils font passer ces tests. Et dans les cas extrêmes, dans l'autisme. Alors, c'est vrai que l'autisme, en quelque sorte, c'est dans l'impossibilité de créer, finalement, des perceptions fictives. L'attribution du sens par l'interprétation subjective est véhiculée par la projection. Le mot devient la chose, et la chose devient le mot. Nous croyons ce que nous percevons. La conscience transforme le mot en chose à l'aide d'une projection.
projection qui peut se concevoir comme mineure dans la théorie relationnelle, et où le mot prend ses distances avec la chose. On réintroduit là le relationnel comme facteur décisif entre le mot et la chose. Pour Sami Ali, l'affect, qui est un équivalent de rêve, n'existe que pour une conscience qui transforme le mot en chose et qui se propose en tant que langage dès le départ, dès l'origine, qu'il nomme la langue maternelle inaugurale. Le langage symbolique existera suite à l'apprentissage de cette langue et sera possible alors à ce moment-là d'exister quand on prendra ses distances avec le langage essentiellement maternel, c'est-à-dire avec le corps imaginaire précoce essentiellement projectif. À ces deux langages s'ajoute celui de la langue littérale où le mot est coupé de toute projection, c'est le langage conforme, le langage du banal. Cette double conscience est en relation, une relation dont la forme est circulaire, la fonction rythmique, non clivée et réflexive selon les neurosciences, pour former une unité que l'on nomme la conscience au sens neurologique du terme. Il n'existe pas de centre de la conscience localisable neurologiquement. C'est la mise en relation de différentes zones cérébrales, une sorte de conversation, nous dit Lionel Nakache, entre différentes régions cérébrales. Cependant, au sein de cette diversification, chacune des régions a un rôle précis pour l'ensemble. Unité et diversité relationnelle, chère à la théorie relationnelle, les régions primaires du cortex sont concernées. Majoritairement, il existe une sorte de hiérarchie des fonctions à travers un réseau relationnel très complexe, créant ce qu'ils appellent un espace de travail constitué par les réseaux essentiels à la conscience. Parce qu'il y a d'autres régions qui ont une moindre importance au niveau de cet espace de travail. Par exemple, le cortex moteur primaire est moins essentiel pour la conscience. Pour la conscience de rêve, il existe un réseau dans la région du lobe frontal et du cortex préfrontal qui se trouve être moins actif durant le sommeil du rêve. Cette région est chargée, à l'état de veille, d'assurer et d'évaluer en temps réel de la crédibilité que nous avons de nos pensées. Ce contrôle critique évite les contradictions pour permettre la cohérence propre à la réalité. Eh bien, ce contrôle, il est nettement moins actif dans le rêve et ça va nous permettre de concevoir que le rêve méconnaît la contradiction, on entend souvent ici, et que sans doute sa fonction première consiste à nous débarrasser de nos propres contradictions et ainsi de nos impasses. Là aussi, voir Sami Ali. La conscience définie par la neurologie est donc d'ordre subjectif. En étant conscient, je me raconte ce que je vis. Ce narratif propre à la pensée du « je » ne peut être que fiction, une représentation élaborée du « je » liée lui-même à une multitude de significations subjectives se rapportant au « je ». Chacun est unique et il est à lui seul le monde et tous les autres, nos croyances, nos connaissances, nos intentions, notre attention, nos désirs, nos souvenirs, nos illusions et délusions, nos émotions, notre niveau d'éveil, notre humeur, nos peurs, tout ce que nous sommes à nos propres yeux détermine à chaque instant le contenu subjectif d'un film unique qui n'est que le reflet de nous-mêmes, une projection unique où nous sommes l'auteur et l'acteur principal. Ici, cette façon de penser l'unité propose effectivement la double implication de la partie et du tout, là aussi chère à Sami Ali. Où se situe, et ça va devenir très intéressant, où se situe ce « je » pour les neurologues? C'est-à-dire, dans quel espace corporel se trouve-t-il? C'est la question posée dans ce bouquin. C'est-à-dire, on dit, dans votre corps, où vous situerez votre je. Alors évidemment, vous n'allez pas dire dans les mollets, dans les genoux. Vous allez forcément faire allusion aux yeux, à la tête, au buste, à cette partie du corps. Alors, commençons par le début. Si mon corps est éclairé par le reflet propre au miroir, mes rétines sont travaillées par la projection. Le stade du miroir ne peut faire l'économie de la projection, c'est-à-dire d'un miroir préexistant propre au corps sensoriel et émotionnel, formant un double indistinct. C'est un peu ce qu'appelle Sami Ali le narcissisme matériel, et il prend l'exemple de Narcisse qui est d'essence aquatique et qui a affaire effectivement à cette eau qui lui renvoie son miroir. Et il y a là un miroir, mais c'est pareil, au début de toute la vie, les yeux sont un miroir qui sont effectivement face au miroir. À partir de là, le corps que je regarde
doit être soumis à la projection visuelle, mais secondairement ou simultanément, plus tard, à ma propre vision de ce que je perçois. Cette subjectivité n'existe que si je comprends que le miroir est un miroir. Pour cela, il me faut préalablement opposer perception et projection, illusion et réalité, et ce grâce à la perception de l'image inversée que renvoie le miroir en tant qu'il est miroir et non pas moi. C'est ainsi que la prise de conscience de l'espace corporel s'établit en concevant un ici, un là-bas, entre moi et le miroir, à savoir un espace à 3 dimensions, incluant la profondeur, dans un espace à 2 dimensions, jusque-là assimilable à celui du miroir, un double qui fait 1 et dont on n'a pas conscience de qui est qui, et c'est ça l'épreuve de Narcisse. Le véritable 1 est donc concomitant d'un accès au jeu subjectif. Alors où se trouve-t-il ? La subjectivité a-t-elle créé un espace, en l'occurrence, pour ce jeu, pour ce moi ? Les expériences neurologiques valident, en tout cas, un vieil adage qui consiste à dire « les yeux sont le miroir de l'âme ». C'est-à-dire, la neuroscience met en évidence un lien entre le lieu originaire de la subjectivité sensorielle, issue de la matière sensorielle, tournée à la fois vers le dedans et le dehors, et la source de notre présence. C'est au lieu même de cette fonction que nous nous trouvons. Le jeu réside là où le point de vue subjectif sur le monde reçoit ses impressions d'origine sensorielle, les plus essentielles. Nous sommes là où nous voyons, nous sommes là où nous touchons, nous sommes là où nous écoutons, etc. Le jeu n'a de sens qu'à travers les localisations subjectives d'origine sensorielle, établissant une projection du corps perceptivo-sensoriel que Sami Ali nomme le corps imaginaire. On va démontrer cela. En référence à la vision sensorielle, il y a 2 expériences. Une ancienne expérience de quelqu'un qui s'appelait George Stratton et une expérience récente de quelqu'un qui s'appelle Blanc. Alors, Stratton, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a porté une sorte de casque avec un miroir au-dessus de sa tête et un miroir devant ses yeux qui renvoie finalement la vision de ce que le miroir supérieur regarde. Il a gardé ce scaphandre pendant plus d'1 semaine. Et donc, il propose à la fois lui et Blanc qui va reprendre cette expérience avec les lunettes virtuelles, vous savez, les paires d'écran, la caméra déporte plus loin le point de vue d'origine, et cela va dire que les rétines reçoivent des images filmées à partir d'un autre point de vue que celui des yeux à leur place orbitaire. Donc je vois, donc je suis, c'est ça leur démonstration. On voit le monde comme si on est à côté de soi. Si l'expérience se poursuit un certain temps, et si l'on effectue une simulation tactile sur leur corps propre de la personne qui se livre à cette expérience, cette synchronie entre la vision à partir d'un autre point de vue et la sensation tactile produit l'illusion de sortie du corps, comme si son corps s'était déplacé. Ici, la projection produit une expérience subjective d'un corps ne correspondant plus à l'anatomie du corps réel. On se retrouve ailleurs que dans son corps, et ça nous rappelle l'hystérie, les crises d'épilepsie, les toxicomanies et les sorties du corps dans les histoires de gens qui font des comas et ainsi de suite. Donc on peut dire que ces impressions corporelles sont tributaires d'une localisation spatiale du corps après projection de celui-ci. C'est le corps imaginaire créé par le corps réel. Ce qui est important, c'est de savoir, et c'est ça qui est très important, qu'il existe un soubassement neurologique à la création du corps imaginaire dans ce type d'expérience. Les expériences de sortie du corps peuvent être déclenchées par stimulation de la zone temporopariétale de l'hémisphère droit. Dans cette expérience, la projection coproduit la perception que nous avons de l'espace où nous croyons être. À partir de là, l'espace imaginaire et l'espace de l'expérience perceptivo-sensorielle se déterminent réciproquement et sont solidaires, et c'est là qu'on peut dire le corps est un espace et l'espace est un corps. Les localisations dans l'espace des impressions reçues, notamment visuelles et auditives, relèvent de cette séparation dont on a parlé tout à l'heure par la mise à distance de la perception, par projection au sens physique du terme, parce que tous les organes sensoriels ont cette capacité, et par la projection
du sens psychique créant l'espace imaginaire. Cerise sur le gâteau, pour Sami Ali, on ne pense pas seulement en termes symboliques, mais également en termes de temps et d'espace. La neurologie, avec la mémoire et le souvenir, sursouligne l'importance de la spatialisation et de la temporalité de l'objet. Une grande découverte récente que l'on doit à Moser, j'espère que je n'abîme pas son nom, qui lui a mis en évidence l'existence d'un noyau dans l'hippocampe, région clé du souvenir et de la mémoire, ce qu'il nomme des cell places, c'est-à-dire des cellules de lieu qui sont capables de cartographier et de décoder l'espace. Le souvenir spatial permet de relier l'objet et le lieu. C'est une mémorisation active de l'espace et des objets dans l'espace. Il se trouve que lors du sommeil paradoxal, écoutez bien ça, et du sommeil profond, nous effectuons ce que les neurologues appellent le replay nocturne, se rejouant à travers lui les trajectoires de la veille en refaisant le chemin à l'envers pour permettre de mémoriser la perception perçue. Est-ce une spatialisation dite nécessaire pour ce qui concerne que la mémoire? En tout cas, l'étude cible cette idée. Sami Ali la propose également pour la pensée et pour le langage. Si la mémoire, pour les neurologues, nécessite d'instaurer le contenant et le contenu, donc l'espace et son objet comme indissociables, pour conscientiser le souvenir, on peut en dire autant à propos du corps et son espace nécessaire pour nous permettre de le conscientiser, c'est-à-dire pour les neurologues de le rapporter à soi-même, donc de le subjectiver. Sami Ali propose exactement la même chose et va plus loin avec le concept du corps imaginaire et du corps réel, qui concerne un seul et même corps, pour lequel projection et perception déterminent une modalité de conscience propre à la réalité, mais tributaire d'une dimension relationnelle. Relation en soi et relation en dehors de soi. Relation en soi entre le fonctionnement et la structure. Et d'ailleurs, que je dise l'inconscient est structuré comme un langage ou l'inconscient est structuré comme un corps, je fais allusion à Lacan, j'en reviens toujours au contenant et au contenu réflexif. Conclusion. Si on applique l'enseignement de Freud ou de Lionel Dacach, on pourrait dire ici que les faits psychiques sont des faits matériels d'ordre neuronal, parce qu'on apprendrait que le corps imaginaire, c'est le corps réel, et le corps réel, c'est le corps imaginaire. C'est-à-dire que le corps imaginaire, il est neuronal aussi. Si nous pouvions ici aller, évidemment, jusqu'au bout de l'enseignement de Sami Ali, et c'est là l'intérêt du deuxième pilier, on démontrerait que les faits psychiques sont des faits relationnels. Le concept de la relation et son épistémologie est central chez Sami Ali, et c'est là toute la possibilité de s'ouvrir à la relativité et à la dialectique du corps et un corps imaginaire, perception-projection, qui trouve surtout son intérêt dans la clinique et la pathologie. Eh bien, je vous remercie de votre attention. Alors, évidemment, c'est un peu complexe, un peu hardi, très dense, mais... Complexe, fondamental, c'est à lire, c'est à travailler. Ça sera, de toute façon, tous les textes vont être publiés dans la revue psychosomatique relationnelle. Donc, on va donner un petit peu de temps. Mais ceux du colloque dernier, d'ailleurs, sont publiés aussi dans cette revue pour les publier. Mais c'est sûr que ça donne à penser, disons. Merci beaucoup. Mais voilà, c'est important, en fait. D'abord, de réhabiliter la projection, c'est ça qui est important, et de considérer que finalement, le cerveau n'est qu'un organe projectif. Donc, tout ce que nous disons, nous parlons, est soumis à la projection. D'accord? Donc nous sommes, comme disait Shakespeare, la réalité est un rêve. Donc nous sommes dans le rêve, on parlait du rêve ce matin, nous sommes tout le temps dans le rêve. Alors, comment la relation va se passer dans ces intersubjectivités avec les faits matériels et la concrétude, effectivement, de certaines perceptions? J'attends les questions, si vous en avez. Prenez votre temps. Est-ce que vous avez des questions à poser? Voilà. J'ai une double question. Oui. Pourquoi Sami Ali, qui a créé la notion de projection en 70, a-t-il laissé tomber aussitôt, assez rapidement, la notion de projection sensorielle? Parce qu'il parlait au début de projection sensorielle, et
Je sais que ça l'a gêné après, je ne sais pas exactement pourquoi. Et une deuxième question, le corps comme schéma de représentation, est-ce que schéma est métaphorique? Est-ce que c'est un équivalent de support de représentation? Pourquoi schéma? Je m'explique parce que schéma renverrait, disons du moins au lecteur de Kant, à la notion de schématisme. Le schématisme chez Kant, c'est on n'est pas capable, il n'y a pas de, par exemple, il donne l'exemple du triangle, il n'y a pas de triangle dans la nature, de triangle exact, et pour se le représenter, il faut produire un schéma imaginaire d'un triangle, un schéma géométrique, d'où la notion de schématisme. Alors, est-ce que Samiali utilise schéma un peu dans ce sens, ou plutôt comme équivalent de support D'abord, il faut expliquer que la projection sensorielle, c'est la projection du corps dans l'espace. Hein. Oui. Voilà. Et je pense comme il va unifier projection et perception, pour lui, il n'y a plus besoin de faire ce distinguo. Mais effectivement, ça concerne quelque chose qui ne peut pas se dissocier. C'est-à-dire, effectivement, le corps réel, et le corps et le cerveau, ou le corps et le psychisme. C'est indissociable. Et voilà. Oui. J'ai une question idiote à poser. Idiote parce que c'est souvent intéressant. Je pose vraiment la question, parce que c'est vraiment idiot. Juste une remarque avant, est-ce que Nakache affirme que la conscience, il a pu le repérer, je veux dire, sur un plan expérimental, venait de cette interconnexion de réseaux, de neurones, etc., etc. Parce que moi, j'ai lu le contraire. J'ai lu qu'on n'avait pas encore résolu l'énigme de ce qui se passe dans ces interconnexions neuronales pour repérer des phénomènes de conscience, non pas au niveau du discours, mais au niveau de l'imagerie. Donc ça, je ne sais pas trop où on est. Mais ma question idiote, c'était qu'est-ce que c'est que la projection au sens le plus basique qui soit? C'est-à-dire, je me disais...